Un mot, mesdames, messieurs, sur la répression en Russie. On va s'attarder quelques instants sur ce sujet parce que ça devient vraiment... enfin, je vous répète ça depuis 3 ans, hein, mais là, franchement, il y a encore eu une étape qui a été franchie dans la sévérité à l'endroit des opposants. On va commencer avec l'homosexualité. Il faut savoir que le mouvement LGBT... en Russie, a été inscrit le mois dernier sur la liste des organisations internationales terroristes. Le mouvement LGBT est désormais en Russie un mouvement terroriste. Et alors, ça fait un moment qu'on voulait vous montrer ces débats qui fleurissent sur les chaînes de propagande russes. Mais là, voilà, les débats, c'est que faut-il faire pour traquer les homosexuels? Comment peut-on savoir qu'une personne est homosexuelle? Que faut-il faire aux homosexuels pour les punir de leur homosexualité? Enfin, on y va et comme toujours, la télévision de propagande russe ne manque jamais d'imagination. Complètement. L'homosexualité n'est pas normale. C'est une maladie mentale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un état anormal. Une personne souffrant de ce genre de dysfonctionnement, de ce genre de trouble, peut-elle être responsable de quelque chose? Je ne pense pas que cela soit considéré comme tel d'un point de vue médical. Nous devons instituer des commissions médicales non publiques qui examineraient tous les candidats pour vérifier s'ils ne sont pas homosexuels et pour analyser toutes les perversions. Consentiriez-vous à un tel examen? À 100%, puisque mon pays m'a fait confiance pour porter les armes. Donc il propose quoi, des examens médicaux, Médicale, une commission médicale pour déterminer si quelqu'un, si l'homme est homosexuel ou pas. Ouais. Ouais. Comment? Alors c'est tellement choquant qu'on a même hésité à montrer la vidéo, mais c'est vrai que ça vous étonne ce qui se dit à la télévision russe, ça a toujours... Moi, ça m'étonne plus du tout. C'est tout à fait normal. Chez eux, c'est la descente totale dans l'imbécilité, je dirais. Parce que ceux qui en parlent le plus, vous savez, on dit en psychologie que souvent, c'est les homos refoulés. Donc, en Russie, c'est un thème permanent. Et surtout, on sait que dans le gouvernement, très proche du pouvoir, ils sont quand même... il y a les vies connues de ces homosexuels. Les responsables de la banque Sberbank centrale, il y a aussi les différents députés. Ce sont des gens qui cachent leur... oui, qui ne veulent pas qu'on en parle. En fait, ils le pratiquent, mais ils ne veulent pas que les autres en parlent. Voilà, c'était pour vous donner quand même cette information majeure. Le mouvement LGBTQ, considéré désormais en Russie comme une organisation terroristes. Ils sont allés plus loin que l'Union soviétique. Je vous rappelle qu'en Union soviétique, l'homosexualité n'était pas punie. Elle était classifiée comme un péché occidental. Une déviance, non? Une déviance bourgeoise. Une déviance bourgeoise. En revanche, l'acte sexuel entre deux hommes était puni de 8 ans de prison. Donc c'était au pénal. Voilà. Mais l'homosexualité en tant que telle n'était pas punie en URSS. En fait, c'était puni moralement, etc. On pouvait être homosexuel sans pratiquer le sexe. Voilà. Ça, on n'était pas emprisonné. Si vous le pratiquiez pas, ou si vous n'étiez pas pris en train de le pratiquer, vous ne risquez rien au niveau pénal du temps de l'Union soviétique. En revanche, Poutine, vous voyez, il va beaucoup plus loin. Ça veut dire que c'est, terroriste, mais c'est... Non, mais on est dans une suite en avant moyenâgeuse, folie furieuse. Il n'y a pas d'organisation d'homosexuels, en ce que je sache. L'organisation, ça suppose une hiérarchie, responsable, je sais pas. Mais là, il n'y a rien. Ils inventent les choses qui n'existent absolument pas. Oui, ça, je me tourne vers le journaliste de droite que vous êtes. Je vais plus loin. C'est vrai que aujourd'hui, Poutine a un argument très fort vis-à-vis de ces populations qui ne sont pas très politisées. Celles qui, je ne parle pas des moscovites. C'est l'argument du wokisme de l'Occident. Alors là, il en fait des tonnes et on multiplie les saillies dans les télévisions de propagande en disant, regardez, l'Occident, c'est cet endroit où on dit à un petit garçon de 8 ans
tu es formé comme un garçon, mais n'as-tu pas envie de faire le choix d'être une fille? Voilà, est-ce que vous voulez ça pour vos enfants? Non, donc rejetez l'Occident. J'ai essayé de dessiner les contours d'une argutie fréquente, mais ce genre de truc, on l'entend beaucoup côté russe, et ça fonctionne, et ça marche. Bien évidemment, les populations dans les villes, les villages, etc., disent cet Occident-là, il est démoniaque, on en veut. Et dans certains pays. Et dans certains pays. Alors là, pour résumer, l'objectif de Poutine, soutenu en ça d'ailleurs par le clergé orthodoxe, c'est de transformer une guerre d'agression en un conflit de civilisation. Et donc, tout ce qui permet de légitimer moralement l'agression ukrainienne est bon à prendre. Et effectivement, c'est plus facile de dénoncer les mœurs occidentaux que de reconnaître qu'on met en prison les opposants et que c'est une pratique qui n'est pas justifiable justement au niveau de la même morale. Et ça, c'est un truc que Poutine fait assez volontiers. Ce qui est étonnant, je trouve, c'est que le renfort de l'Église orthodoxe, qui semble-t-il sur ces sujets-là est assez efficace, alors même que les Russes sont très déchristianisés, puisque d'après ce que j'ai lu, la pratique religieuse des Russes n'est pas supérieure à celle des Occidentaux. D'ailleurs, c'est assez marrant. 1% et demi. 1% et demi de Français à la messe le dimanche. Oui, et 3% 1% et demi. 5%. 5% en Russie. En Russie, 5%. En Russie, 5%. Ils sont beaucoup plus pratiquants que nous. Nous, c'est 1,5%. Non, mais 5%, vous rigolez. Parce qu'en fait, ils disent 90% de Russes sont orthodoxes. Et en réalité, il y a juste 5% de Russes qui vont à l'église. Et d'ailleurs... Marquez, j'ai dit 1,5% à la messe. Ouais. Il faut ajouter ceux qui vont à la mosquée. Et ceux qui vont, j'ai eu une vision j'étais un peu racine chrétienne de la France là, hein. Mais donc faut rajouter ceux qui vont à la mosquée, rajouter ceux qui vont à la synagogue, et puis les évangélistes, etc. Peut-être qu'on atteint les 5% de Français qui ont une pratique religieuse hebdomadaire. Mais justement cette question de religion, le 7 mai, quand Poutine est entré au pouvoir en fonction. Après, il y a eu une petite messe dans une cathédrale à Moscou, et donc il y avait juste le patriarche et Poutine. Et je vous rappelle que le patriarche en Russie, vous ne pouvez être dirigeant de l'Église que si vous êtes moine. Donc si vous avez fait les vœux de chasteté. Donc vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de femme. Et donc le patriarche est un moine, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants. Il le disait que Poutine doit donner l'exemple. Poutine est divorcé depuis 10 ans. Il a plusieurs maîtresses qu'on lui donne. Il a 6 enfants fabriqués à droite, à gauche, hors mariage. Et donc, il y a un pope qui n'est pas marié, un moine qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de famille, qui dit faisons les valeurs familiales à celui qui est dépravé, qui est divorcé depuis 10 ans, qui vit avec plusieurs maîtresses, qui leur construit des palais avec des trucs, la danse des prostituées, etc. Barre de pole dance. C'est ça la Russie. C'est ça la Russie. Au passage, le Pope, c'est un ancien du KGB. En plus, un Pope ancien du KGB. Il faut qu'on parle des opposants. Nous avons parlé de la croisade anti-homosexuelle qui semble se dessiner, plus que se dessiner d'ailleurs en Russie. Parlons également d'un véritable héros, Vladimir Kara-Murza, puisque la Cour suprême a confirmé la peine de cet opposant magnifique à Poutine, qui accepte son sort en prison, un peu comme Navalny. Voilà. Oui, après la mort justement d'Alexeï Navalny, c'est sans doute l'un des derniers opposants connus et encore en vie en Russie. Alors il a été jugé il y a un peu plus d'1 an, en avril dernier, pour haute trahison après avoir dénoncé la guerre en Ukraine. Il a été condamné à 25 ans de colonie pénitentiaire et la Cour suprême russe a aujourd'hui confirmé, en son absence, ça il faut bien le préciser, cette condamnation donc de 25 ans de prison pour diffusion notamment de fausses informations sur l'assaut militaire russe contre l'Ukraine. Je voudrais qu'on écoute son avocate Maya Ismont, l'avocate de Vladimir Kara-Murza, qui s'est exprimée juste après justement cette information. Depuis septembre dernier, date à laquelle Vladimir s'est retrouvé à Omsk, il n'a pas vu un seul codétenu. Il n'a pas vu un seul autre prisonnier. Il est toujours seul.
Il est difficile pour n'importe qui de survivre dans de telles conditions. Il suffit d'imaginer ce qu'est une cellule d'isolement. Et imaginez que vous n'y passez pas 10 jours, pas 15 jours, mais que vous y soyez en permanence. Comme Vladimir se trouve tout le temps dans cette cellule, il est en fait privé de la possibilité d'appeler ses enfants, sa femme, et les visites sont interdites. Ouais, il commence à avoir un traitement dans sa cellule pénitentiaire qui fait penser à certains égards à celui de Navalny. Hein. Il n'a pas vu de co-détenu, c'est ce que disait Maria Esmond, son avocat. Il a le droit chaque jour à 8 heures pour s'allonger sur son lit, 90 minutes pour traiter son courrier. Voilà, c'est tout. Les visites sont interdites, bien évidemment. Il n'a pas pu parler à son épouse pour leur 25e anniversaire de mariage, ni à sa fille pour ses 18 ans. Et malgré cela, Vladimir Kara-Murza continue à essayer de porter beau. Écoutez-le, c'est un son d'archive depuis sa cellule qui a plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, mais il essaie de rester droit, digne. Nous n'avons pas à être abattus ou désespérés, car c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous n'avons pas le droit. Nous devons à nos camarades disparus de continuer à travailler avec encore plus de force pour réaliser ce pourquoi ils ont vécu et sont morts, pour faire de la Russie un pays normal, libre, européen et démocratique. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que cela se produira. Oui, et Sergueï Girnov, vous nous rappeliez aussi qu'il est en très mauvaise santé parce qu'il a été empoisonné 2 fois. 2 tentatives d'empoisonnement qu'il a subies, donc il a eu une santé très fragile. Et je vous rappelle que récemment, il a été honoré du prix Pulitzer pour ses colonnes dans Washington Post.